Merci les garçons, vous pratiquez un petit peu parce que c'est pas gagné, puis on se retrouvera juste après le débat. Donc, et c'est un sujet sensible que nous abordons aujourd'hui, à l'heure où les attitudes et les signes pieux foisonnent dans un univers censé être laïque, apolitique. On s'est demandé si les signes religieux avaient leur place sur un terrain de sport, et c'est la question que l'on va poser à nos experts. Avec nous aujourd'hui, Annie Sugier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue du droit international des femmes et membre du conseil scientifique du think tank Sport et Citoyenneté. Adil Elouadé, vous êtes DTN adjoint en charge du pôle sport et société à l'UFOLEP, qui est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. C'est la première fédération sportive multisport affinitaire de France. Merci d'être là. Joël Thibault, vous êtes aumônier auprès de sportifs. Et face à vous, Lionel Bormans, vous êtes fondateur du club de basket féminin de Glonnière-Ronceret. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus. Avant de vous écouter, on va d'abord regarder le sujet de Pauline Schatz, notre journaliste, qui pose justement ce débat. Bon, autant le dire tout de suite, parler de religion, c'est s'aventurer sur un terrain glissant. Et pourtant, sur les terrains, on en voit des signes ostentatoires. Ibti Hadj Mohamed, médaillé d'argent et voilé au Grand Prix d'escrime de Séoul. Itai Schechter, qui marque et qui remet tranquillou sa kippa. Ou encore l'Autrichien Reinfried Ernst, qui n'hésite pas à s'en remettre au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour décrocher l'or. Alors, si certains signes ne mangent pas de pain béni, d'autres ne passent, mais alors pas du tout. Un voile en escrime, ok, mais 5 sur un même parquet, grand Dieu, quelle offense! Les basketteuses qataries ne participeront donc pas à la grand-messe des Jeux Asiatiques de 2014. Allez hop, dehors. Pas de voile, mais un bandeau 100% Jésus pour Neymar en finale de Ligue des Champions. Et bien là encore, 100% Jésus, c'est 100% polémique, la twittosphère s'affole et crie au prosélytisme. Alors au final, on s'y perd. Les signes de croix, les implorations et tout le reste, c'est péché ou c'est pas péché? Mesdames et messieurs athées ou croyants, éclairez-nous. Les signes religieux ont-ils leur place dans un stade? Alors Annie, c'est vrai que Pauline, elle vient de poser ce débat. On dit souvent que le sport est une religion, et pourtant le sport et la religion pour vous ne font pas forcément bon ménage, ne seraient pas compatibles, ne serait-ce parce qu'il existe des règles de neutralité qui sont parfois bafouées par la FIFA ou le CIO. Il faut voir que le sport moderne se caractérise par la règle unique. C'est pour ça qu'on peut comparer les performances, c'est pour ça qu'on peut faire des matchs internationaux dans lesquels tout le monde se reconnaît, et c'est en même temps un phénomène éducatif. Au départ, le sport moderne, c'était vraiment un phénomène éducatif. Il est éducatif parce qu'on apprend à respecter la règle unique. Et cette règle unique, elle est très claire sur ce qui concerne non pas la laïcité, mais la neutralité. Neutralité politique et religieuse. C'est-à-dire que ça va encore plus loin que la laïcité. C'est un moment particulier où tout le monde se rencontre et la seule différence, c'est l'excellence sportive. Ça n'est pas son point de vue politique, ça n'est pas son point de vue religieux. Donc pas d'exception, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi le CIO, du coup, accepte que des femmes, alors pour ce cas-là, ce sont des femmes voilées, ou parfois que d'autres personnes fassent des signes religieux catholiques, chrétiens, comment on justifie ça? Alors le CIO, on peut très bien dater le moment où il a accepté la première femme voilée, c'était Lida Fariman, qui était la porte-drapeau de la délégation d'Iran en 1996 au JO d'Atlanta. C'est-à-dire que l'Iran, pays théocratique, a posé une condition à la participation des femmes. On vient si elle est voilée, si elle respecte. Voilà. D'accord. Et le CIO a autorisé. Maintenant, il y a 17 délégations avec des femmes voilées. Or, vous avez les pionnières musulmanes comme Nawal El Moutawakel, la marocaine, comme Hasiba Boulmerka, l'algérienne, comme Habiba Gribi, la tunisienne. Qui n'était pas voilée. Qui n'était pas voilée et qui était menacée par les intégristes. C'est-à-dire que quand on bafoue la loi, on met en danger les personnes qui y résistent. Alors Lionel Bormans, vous êtes président d'un club de basket au Mans, oui. Et dans votre équipe vous avez 4 femmes qui jouent voilées avec un foulard sportif, c'est-à-dire un foulard adapté, on va dire, une sorte de bandana. Vous pensez quoi de ce que vient de dire Annie Sugier? Comment vous avez réagi vous, à cette demande de ces femmes-là? On s'est trouvé devant une situation où des jeunes filles ne pratiquaient plus le sport, et c'était l'occasion de leur tendre la main et de les intégrer dans la pratique sportive en fédération. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé un compromis, parce qu'on a refusé ceux qui voulaient rester sur le foulard traditionnel, on a refusé ceux qui exigeaient un encadrement féminin, mais on a entendu les arguments qu'elles avaient de leur côté. Donc on a essayé de trouver une solution pragmatique. Et Adil, est-ce que ça a posé problème en France? Il y a eu effectivement pas mal de papiers sur ce club, oui, ça a fait couler pas mal d'encre. Est-ce que c'est un problème français? Est-ce que c'est partout pareil en France? Ou comment ça se passe dans les autres pays?
Dans les autres pays, on a de la diversité comme on a cette diversité en France également sur le terrain. Je pense qu'il faut également dissocier les enjeux nationaux ou internationaux, parce que la France, c'est pas l'Iran, des enjeux de la réalité française. C'est-à-dire que la réalité du sport dans les associations et les clubs du quotidien pour les Français, c'est pas les enjeux des JO ou l'excellence sportive ou autre, c'est le fait de pratiquer, de se retrouver, de se rencontrer. Et donc justement, à partir de ce moment-là, mettre en place des règles qui, de fait, et même si peut-être que c'est pas voulu initialement, génèrent de l'exclusion, en soi, c'est aller à l'encontre même des valeurs qu'on prétend défendre ou mettre en avant. Quel est l'intérêt du sport si ce n'est d'appliquer le respect de la règle unique? Voilà, c'est le but du sport, à tous les niveaux, c'est le but du sport, c'est le but de la citoyenneté. Ou de remettre les femmes au sport, ça peut être aussi... Oui, c'est aussi une volonté d'émancipation pour éviter... Non, justement. Non, mais aujourd'hui, il y a des situations qui, concrètement, font que dans les quartiers, des jeunes filles ne pratiquent plus du tout le sport. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit, il y a la règle unique, donc elles restent dans leurs immeubles, dans leur appartement, ou est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'elles pratiquent sans renoncer totalement à nos valeurs laïques? C'est pas nos valeurs, c'est pas nos valeurs, je suis désolée. Pour ce qui est de la France, parce que... Sport. Non, c'est imaginé par les Anglais. Je pense que... dire, oui, mais là, on est... C'est à partir... Enfin, en tout cas... Alors, j'aimerais qu'on écoute Joël Thibault. Allez-y. Il y a un mot très important qui a été prononcé, qui est le mot émancipation. En tant que féministe, effectivement, moi je suis très attirée par le sport parce que l'oppression des femmes est toujours passée par le corps. Et il y a plusieurs manières de manifester cette oppression à l'égard du corps des femmes. Il y a eu les corsets, il y a eu tout ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il y a aussi l'invisibilité du corps des femmes dans l'espace public. Un symbole, et nos sociétés humaines sont construites sur des symboles, sur le drapeau, sur la Marseillaise. Regardez, on chante maintenant la Marseillaise. Bon. Le fait de, quelle que soit sa taille, de symboliquement admettre que parce qu'on est une femme, on doit masquer ses cheveux, c'est une manière d'accepter ce qui pour moi est contraire à l'émancipation, c'est-à-dire l'obligation, la condition posée à la présence des femmes dans l'espace public, c'est-à-dire l'invisibilité de leur corps. Adil, je vous donne la parole, je veux juste qu'on entende Joël Thibault, parce que vous êtes aumônier, vous n'êtes pas pour qu'on montre les signes religieux, et vous faites du coup un travail avec les sportifs, qui sont d'ailleurs pour la plupart chrétiens, puisque ils sont, vous êtes un aumônier chrétien, protestant. Comment ça se passe? Est-ce que du coup vous arrivez à les faire oublier le temps de la pratique? Leurs signes religieux? Ce qu'il y a à voir, c'est dans toute cette réflexion, il faut pouvoir replacer la définition de la laïcité aussi. On a une définition très française qui n'est pas la même en Angleterre, qui n'est pas la même en Allemagne, aux États-Unis. Donc ça, c'est important de revoir. Est-ce qu'on a une laïcité qui est plus ouverte? Quand moi je me déplace en Angleterre, il y a un service d'aumônerie dans les clubs, un service d'aumônerie chrétienne. Il y a des salles de prière pour les musulmans. Les joueurs peuvent se retrouver avant un match pour prier, pour se concentrer, avoir quelqu'un qui est là pour les motiver, pour les encourager. C'est dans l'intime. Après, ce qui se passe sur le terrain, il y a beaucoup de signes extérieurs. Maintenant, est-ce que ça représente une croyance ou une superstition, un mimétisme? Moi, je suis entraîneur dans un club avec des 17 ans. Je vois certains joueurs faire des signes. Je leur demande, mais pourquoi tu fais ça? Ah, parce que j'ai vu Ribéry le faire ou parce que j'ai vu Neymar. Donc, ils savent pas vraiment pourquoi ils le font. C'est pas parce qu'on fait un signe qu'on croit. Hein. Voilà, exactement. Alors, je voudrais... Adil, après c'est vous. Non, alors, déjà sur la question effectivement de l'émancipation, ce qui est certain, c'est que l'émancipation, elle ne peut pas se concevoir avec de l'exclusion. Sinon, à partir de ce moment-là, quand est-ce qu'on travaille avec ces personnes-là? Je vais terminer. Les règles, à partir du moment où elles excluent, elles peuvent être modifiées. C'est le cas de... Changez-là. On n'a pas à les changer parce qu'on accepte tout le monde, donc c'est très simple. Mais vous avez le droit d'influencer le comité international olympique à partir de votre comité national olympique et de dire cette règle, elle est caduque. Nous ne sommes plus pour la neutralité dans le sport et tout le monde vient avec ses signes religieux. Si vous êtes logique. Non, en fait, on a déjà un gros travail à faire en France. Vous y croyez aux valeurs universelles? Un universalisme qui exclurait, c'est plus de l'universalisme. Mais il est écrit comme ça dans la charte. Mais la charte a vocation aussi à être évolutive. Non, mais elle a été au-delà de la charte, c'est important de savoir et de dire, je pense que 99% des Français qui pratiquent dans leur club ne se réfèrent pas à la charte et n'ont rien à voir avec la charte. C'est important de le dire. C'est très embêtant ça, parce que du coup, ça veut dire, donc vous n'essayez pas d'utiliser quelque chose qui est la loi sportive pour expliquer les valeurs universelles.
à partir du moment où une loi en plus peut potentiellement entrer en contradiction avec les lois d'un pays, ça on pourra en parler sur la question de la discrimination notamment. Vous oubliez que le sport est autonome et qu'il a le droit d'avoir ses valeurs. Oui, mais qui sera jamais au-dessus d'une loi d'un pays. On est bien d'accord là-dessus. Le sport ne peut pas être discriminant. Est-ce que sur ça on peut être d'accord? Ah ben ça c'est clair, c'est écrit même dans la charte olympique. Très bien. Donc à partir de ce moment-là, même juste pour terminer sur la question de l'émancipation, quand on dit qu'on accepte tout le monde, c'est pas qu'on est dans une logique de pro-foulard ou pro-croix ou autre. C'est juste que effectivement on accueille tous les publics dans leur diversité et qu'on leur offre le même service, mais que bien entendu, si un comportement s'impose aux autres ou devient contraignant par rapport aux autres, ou alors que on sent qu'on a des pressions qui s'exercent en direction d'une personne, quelle qu'elle soit, parce qu'en plus on focalise beaucoup sur le foulard, là bien entendu on a des outils qui permettent de travailler et d'intervenir. Mais jamais de prime abord on va refuser un service ou l'accès à une personne ou autre, parce que on se retrouve à agir vraiment d'une manière totalement opposée aux objectifs qui sont ceux d'égalité, d'accueil de tous. Ce que vous disiez, Lionel, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'on dit à ces jeunes filles qui veulent pratiquer, mais qui veulent respecter leur foi? Quand on voit l'équipe d'Iran, effectivement, maintenant qui prie, qui est entièrement féminine, hein, de football qui prie, qui est en voile, ça pose un problème, ça? En fait, l'erreur, c'est de rentrer dans un débat théologique. C'est justement mettre du religieux là où il ne faut pas en mettre. On a des personnes qui veulent faire du sport. Mais qui disent qu'elles veulent mettre leur voile de la religion. Donc c'est que c'est peut-être politique. Non, mais on a des personnes qui veulent faire du sport, on les accepte. On a des enjeux, effectivement, à partir du moment où ça s'impose à tous, ou qu'on est dans une logique où soit qu'on cherche à voiler de force ou à dévoiler, on est effectivement dans une démarche qui est autre. Mais un public qui vient pratiquer, voilà. Et dernier point, je pense notamment sur la question politique, il faut être très vigilant, parce que chercher à neutraliser en fait les athlètes ou même les pratiquants dans leurs opinions politiques ou religieuses, à part les États totalitaires, je connais très peu. Souvenez-vous, quand les Français avaient voulu porter un badge où il était marqué simplement pour un monde meilleur, le président du CIO a refusé, car il considérait que subliminal. On va peut-être écarter tout ce qui est compétition, CIO, FIFA, juste quand des jeunes viennent vous voir, vous pratiquez la foi avec eux intimement. Là, on ne parle pas à des gens qui s'expriment devant 3 milliards de personnes devant la télévision. En revanche, alors ça arrive, j'ai des sportifs de haut niveau, mais le rapport dans la foi chrétienne est différent, parce qu'on peut rendre un culte en faisant du sport, en fait, sans que ça se voit, sans que personne le voit. Je peux vous donner l'exemple de Gilia Piapo, qui est joueur au FC Zurich. Lors d'un derby, il fait un petit point à un joueur, il y a un conflit qui se crée. Le joueur la scène de vulgarité et il le chambre. Et il est repris d'une inspiration divine, il a une pensée divine qui lui dit « Arrête de faire ça, je te demande d'aimer ton prochain ». Personne ne le voit, mais il va changer son attitude. J'aurais aimé que Zinedine Zidane ait la même inspiration divine face à Materazzi, on aurait été champion du monde. Ou pas, ça on va pas refaire l'histoire. Bon, c'est un peu compliqué. Le dernier mot de la fin, Lionel? Moi je précise que notre club, on a été catalogué, étiqueté, alors qu'on n'a jamais évoqué de religion dans le club. Les filles n'ont jamais parlé de religion dans le club. Il y a différentes pratiques et on ne sait pas qui pratique quoi d'ailleurs, parce que c'est pas notre problème. Nous on est vraiment dans une vocation universelle et pragmatique. Donc si on résume, c'est l'intégration doit se faire à travers une règle unique, pas à travers des règles, sur des choses fondamentales, naturellement. Après, on est en droit de questionner celui qui édicte la règle, notamment quand, par exemple, on organise de nombreux jeux dans les pays les plus totalitaires du monde. Mais je suis tout à fait d'accord. Bon allez, dernier mot, on accepte ou on n'accepte pas les signes religieux? On n'exclut pas en tous les cas. On n'exclut pas. Ah, c'est pas la même chose. On n'exclut pas. On n'exclut pas. Il y a un effet de mode et il faut qu'on pense à des aumôneries sportives pour que les sportifs se sentent bien dans leur peau et qu'on considère qu'ils ont le droit à une spiritualité. Annie? Je crois que c'est clair. Moi, je considère qu'on ne l'accepte pas. Bon. Ou alors, on change la règle. Bon, on change la règle. Ça, c'est votre dernier livre. Hein. C'est quoi être féministe? On l'aura compris aussi tout au long du débat. Voilà, un entretien avec Émile, qui est un jeune collégien. Et puis, on rappelle aussi que vous avez votre dernier ouvrage. Hein, c'était Femmes voilées aux Jeux Olympiques. Et puis, on va rappeler ça. C'est vous, Joël. Ce sont des entretiens esprit, sain et corps. Ce sont des épisodes. Il y en a 2. Voilà, au-delà des épreuves, ce sont une série documentaire sur des sportifs chrétiens qui nous partagent justement leur intime, ce qu'on ne voit pas à la télé. Voilà. Merci à tous les 4 en tout cas d'être venus. C'est un sujet qu'on abordera de nouveau, je pense, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci d'être venus nous voir. Tout de suite, c'est la pub. On se retrouve juste après avec les frères Bogdanov. À tout de suite.